Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la compagnie du Faucheur. Nous continuons notre campagne Cthulhu avec nos chers amis, en commençant par Alessandro, Bonsoir. par Luis Bonsoir. et frère Nicolas. Bonsoir. Bien, donc nous avions terminé la session dernière avec toi Nicolas et Luis aussi. Vous sortiez de la forêt. Nous allons passer à Alessandro qui était sur le point d'interroger à la sortie de la chambre de Karl Sprache. Tout à fait. Il croise le regard d'Ava qui referme la porte derrière toi et laisse Joseph s'occuper de son fils dans la chambre. Très bien. Ava se retourne vers toi. Vous avez pu apprendre des choses? Bon, votre fils a besoin de beaucoup de repos. Effectivement, nous avons tous les deux vécu des choses assez troublantes et pour le moins surnaturelles. J'ai besoin de Un m'entretenir. naturel, elle fronce les sourcils. Hein. Oui, surnaturel. J'ai besoin de m'entretenir avec vous un petit peu afin de comprendre certains éléments. Pouvons-nous nous rendre dans une pièce un peu plus adéquate que sur le Euh, palier, j'entends, parce que là on est sur le palier. je vais aller faire du thé si vous voulez. Bien volontiers. Une infusion. Donc vous descendez dans la cuisine. Tout à fait. Tu la vois remplir sa bouilloire avec de l'eau dans un seau, enfin voilà, et la mettre Ok, sur le poêle. Voilà. très bien. Je... Vous avez été la nourrice d'Elisabeth, Karl me disait. Oui, tout à fait, oui. Je l'ai élevé hein, depuis quasiment sa naissance, hein, de toute façon. Depuis sa naissance. Donc vous travailliez à l'époque chez les Kupferger. Oui, j'étais leur gouvernante. Enfin, j'étais la gouvernante. Ok. Que pouvez-vous me dire exactement sur ce enfin, comment c'était dans la maison des Kupferger à l'époque? J'ai cru comprendre qu'il y avait alors il y avait Léopold, si je ne m'abuse, c'est ce que m'a dit Karl, et puis il y avait le grand-père dont le prénom m'échappe. Ah, Le oui, patriarche. Léopold, oui, le patriarche, oui. Maître Heinrich, oui, c'était le père de Léopold, effectivement, et Léopold, le père d'Élisabeth. Oui, voilà, Euh, tout à fait. Après, il y avait d'autres membres de la famille aussi. Euh, à une époque, il y avait Mathilda, mais elle est partie enfin, il y a beaucoup Mathilda, d'années. elle est Mathilda, partie. oui, c'est la sœur de d'Heinrich. Elle est, Et voilà. je Elle suppose a- qu'elle est décédée également dans l'incendie. non, elle vivait ailleurs quand l'incendie. Ça faisait des années qu'elle avait quitté le château. Une fâcherie D'accord. Et encore avec. vous savez si elle est toujours en vie? Oui, oui, tout à fait. Mon fils lui apporte de temps en temps, va prendre des nouvelles pour savoir si. Elle est dans la forêt. Elle habite une petite cahute en forêt. D'accord. Voilà, on veille sur elle. Écoutez, nous, on est des bons chrétiens, hein, on veille sur les gens, même les plus démunis. Vous savez, elle n'a pas toute sa tête non plus. La charité est quelque chose d'extrêmement important, effectivement. Extrêmement. Pour notre Euh, famille, en tout cas. et vous me disiez que voilà, vous travailliez là-bas, mais euh, quelle était l'ambiance au sein de la maisonnée? Elle plisse un peu les yeux. L'ambiance, je veux dire. Comment ça? Enfin, je veux dire, nous étions les servants. Les relations entre vos maîtres, entre les membres de la famille, telle est ma question. Vous voulez parler d'Heinrich et Léopold? Peut-être. Euh, oui, écoutez, c'était peu de temps après la naissance d'Élisabeth. Euh, la pauvre Erika, la mère d'Élisabeth, était morte en couche. Euh, Léopold était dévasté, sincèrement. Il était tellement amoureux d'Erika, une si belle femme. Et bon, je ne sais pas pour quelle raison,
mais il s'est gravement fâché avec Heinrich, avec Maître Heinrich. Et, et en même temps, Maître Heinrich était quelqu'un de très, comment dire, radical. C'était un homme très autoritaire. Très autoritaire j'ignore exactement pourquoi. Quelque chose par rapport à Elisabeth, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que. Ils se sont disputés, vous pensez, au sujet d'Elisabeth? Sincèrement, je ne pourrais pas le dire exactement, je le crois, oui. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était qu'une enfant à l'époque. Oui, elle devait Euh, pas être bien vieille, elle avait quel âge? 1 an, 2 ans peut-être? quand il y a eu l'incendie, elle avait quelques mois, hein. Ah oui. Elle était vraiment, je vous dis, elle était toute petite. Elle est née quoi laissez-moi réfléchir. Vous savez, c'était je me sens que c'était en. On a une petite seconde, le MJ regarde ses notes. Alors, excusez-moi, Elle a c'était 19 ans, elle a en 19 ans, novembre. donc c'était... oui, ok. Je crois que c'était en novembre, c'est ça. Novembre 1400. Non. Ta, 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 ta. Ah non, pardon, c'était en avril 97. L'incendie... 87. 87, oui d'accord, ok. Ah, 87. oui, Pardon, ok. excusez-moi. Donc il y a 19 ans, ok. Et Vous n'étiez pas présent dans la maisonnée ce soir-là? Le soir du drame? Non. Non, maître Léopold m'avait demandé de garder Elisabeth au village, chez moi. Léopold vous avez demandé de garder sa fille chez vous, au village, ce soir-là. C'était quelque chose de courant? Euh, Courant, non. C'était occasionnel. Vous comprenez que à la même époque, il Vous étiez fallait avoir. peut-être sa nourrice en même temps? Voilà, j'étais sa nourrice et D'accord. je devais. Et pour être franc, j'étais déjà enceinte de mon petit Karl. Ah oui, donc vous étiez chargé de lui donner le sein, et ok, d'accord. Voilà. Et donc, j'étais bien mieux chez moi avec mon mari qui. Voilà. Et je lui donnais ça, effectivement. Après, d'ordinaire, j'étais bien accueilli au château, mais effectivement, cette nuit-là, enfin, cet après-midi-là, il m'a demandé de garder Elisabeth chez moi. Il avait l'air tendu? Inquiet? Tu vas me faire un jet de prestance, s'il te plaît. Prestance, bien monsieur. Difficile. En Donc, difficile? en difficile. Alors, ma prestance, elle est de 60. Donc, divisé par deux. 30. Oh, l'abus. Ah, c'est dur, hein. 18. Peu, 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 peu. Voilà. Tu vois, bah, comme un. Ah, ça, non, je passe devant ses yeux un peu. Un voile dit oui. Il était. Comment dire? Il était animé d'une telle colère, et pourtant, quand il regardait Elisabeth, il la regardait tellement tendrement. Vous n'avez jamais vu quelque chose de particulier au sein de la maisonnée? Des choses qui auraient pu vous troubler au-delà du rapport entre Léopold et Elisabeth? Enfin, du moins de la Au-delà, colère de Léopold, je veux dire par là des choses, des propos, des conversations peut-être qui vous auraient alerté ou étonné de la part des membres de la famille? je ne vois rien de particulier à dire. Des querelles de famille sur. Je sais pas comment dire. Ça parlait, on va être franc, ça parlait beaucoup d'argent et de rentrée d'argent. Vous savez que les Ferger étaient très puissants, des mines, beaucoup comment dire, d'ateliers, de menuiseries, de choses comme ça. Ils brassaient beaucoup d'argent et c'est vrai que notamment, oui, les sœurs de Léopold, en tout cas, se préoccupaient de ça beaucoup. Ça jasait un peu, mais rien d'étrange en soi. Enfin,
il y avait des exigences un peu particulières, notamment c'était surtout Maître Heinrich qui refusait par exemple qu'on aille dans son bureau. Son bureau était exclusivement réservé à lui et à lui seul. Personne ne pouvait y rentrer, même pour faire le ménage. D'accord. Et, et depuis ce jour, vous êtes occupé d'Elisabeth chez vous. Oui. Très bien. Après, c'est comment dire, Maître Von Felder qui, après l'incendie, c'est Maître Von Felder qui a été désigné tuteur. Par qui? C'est- Il s'est désigné tuteur de la jeune fille. Étant donné que Et quelle était l'autorité de Monsieur Van Felder pour une telle décision? sous quelle autorité, mais l'autorité qu'il a pris. Oui, non mais d'accord, mais d'où En tant elle que lui vient? bourgmestre, il était en tant que bourgmestre, et je crois que notre cher Herman a aidé à cela. Il s'est accaparé le pouvoir. En tout cas, légalement. Oui, avec un notaire, d'autant plus facile. Avec un homme de loi, oui. Et de ce jour, c'est lui qui... Et personne n'a jamais contesté son autorité, ou du moins sa légitimité, ou... Parce qu'un bourgmestre, ça se change. Il Il y avait ferait. motif, hein? Comment? Il y avait motif éventuellement à contester l'autorité de Monsieur Van Felder? Il n'y a aucun motif à le faire. Je veux dire, il est très bon pour nous. Enfin, je veux dire, il a jamais, voilà, il fait bien son travail. Il n'y a aucune raison. Personne dans le bourg ne. Enfin, pourquoi contesterions-nous son autorité? Non, c'était une question, vous comprenez, enfin effectivement, les circonstances de sa prise de pouvoir, comme vous dites, sur la communauté était, voilà, aurait pu potentiellement. Oui, mais Écoutez, visiblement, si c'est une autorité acceptée par tous et par toutes. je vais être franc. À l'époque, Maître Heinrich faisait peur à tout le monde. Alexander est le seul. Maître Alexander était le seul à s'être opposé à lui, du moins une fois. Et enfin voilà, c'était un acte assez courageux de sa part et je dois avouer que À quelle occasion il s'était opposé à lui? Vous vous rappelez? oui, oui, bien sûr que je me rappelle. Écoutez, c'est une histoire assez sombre. C'est Madame, un les jeune temps le sont. écuyer. C'était un jeune écuyer qui avait été pris la main dans le sac à voler. Je ne sais même plus quoi, de l'or, du jambon. Il paraît que c'était même un jambon, je crois, je sais rien. Et Maître Heinrich l'a roué le cou devant tout le village. Il en est mort. Et Maître Van Felder et Alexander Van Felder s'est opposé à lui. Oui. Il n'en a pas payé les conséquences. Les conséquences ont été pour ma maison. Il a projeté Alexander contre ma maison. Projeté? C'est-à-dire, il Ah, l'a attrapé et il l'a lancé contre votre maison, ou il lui a donné un coup, il l'a attrapé et jeté contre les murs de ma maison. Contre le mur de ma maison. La façade. Et c'était il y a combien de temps, ça? C'est il y a bien 20 ans. Bah, je dis Peu avant l'incendie? après la naissance. Euh, Après la oui, naissance d'Elisabeth? après la naissance d'Elisabeth, oui. Mais, alors, peut-être me trompe, mais si Elisabeth venait de naître, Léopold ne devait pas être plus âgé que la trentaine? Mais quel âge avait Heinrich Kupferger, parce que Monsieur Van Felder a, voilà, 20 ans ont passé, donc il a une bonne cinquantaine bien tassée, du moins c'est l'effet qu'il me fait. Donc il devait être un jeune homme dans la force de l'âge. Monsieur Pour être Kupferger ne franc, devait pas être très jeune, il devait quand même, ça devait être un athlète conséquent pour pouvoir projeter, comme vous dites. quand tu dis ça, effectivement, tu sens une sorte de presque de gêne en disant ça.
dit oui, c'était un homme certes âgé, mais en très très bonne forme. Oui, il était. Vous avez une idée de l'âge que devait avoir Monsieur Couperga? Elle se retourne vers sa bouilloire qui bout, hein, tout simplement. Ouais. Il avait bien 80 ans. Wow. Il devait être effectivement en très Terrifiant. grande forme. Il était terrifiant. C'est peu commun, effectivement. Euh, Elle tremble en versant. ouais, j'entends bien. Voilà. Euh, et revenons à Elisabeth. Vous qui êtes sa nourrice, nous avons eu l'opportunité de discuter un peu avec, cela reste entre nous, avec le jeune Johannes Van Felder sur le chemin. Nous sommes arrivés en sa compagnie. Oui. Alors, lors d'une discussion, notamment, je n'ai pu m'empêcher de tendre l'oreille entre lui et l'un de mes compagnons. J'ai senti une certaine gêne de Johannes lorsque nous avons évoqué le fait que c'était Alexander qui s'était, du moins qui avait épousé Elisabeth. Enfin, vous-même vous y attendiez à ce que ce soit Alexander Van Felder qui épouse Elisabeth? Pourquoi pas un jeune homme plus de son âge? Si vous me demandez si j'aurais préféré voir Elisabeth aux mains d'un beau jeune homme comme Johannes, c'est certain. Certainement pas dans les bras d'Alexander. Et connaissiez-vous, je sais pas, Elisabeth, elle en a pensé quoi de ce mariage? Pour peu que son avis ait eu un quelconque intérêt pour Maître Van Felder, mais peut-être s'est-elle confiée à vous. Qu'en pensait-elle, elle? Qu'elle ne pas choisi ce mariage, et que certes, ce n'est pas le mari qu'elle attendait. Et vous savez quel mari elle attendait? Certainement pas d'un homme de plus de 50 ans. Johannes, probablement. Ils ont, après tout, ils ont joué ensemble, ils ont grandi ensemble. Ils se connaissaient bien. Ils se connaissent très bien, oui. Vous pensez que c'est là la raison de l'éloignement de Johannes à Munich? J'aurais tendance à le penser, oui. Très bien. On va faire une pause avec toi. Bah, Je je vais voulais revenir. terminer avec Ava. Là, je terminais en fait et je te disais ce que je faisais. Du côté terminé? Ouais. Ouais. Bah écoute, vas-y, termine alors, vas-y. Je disais, bah écoutez, voilà. Je vous remercie en tout cas de l'attention portée à mes questionnements. Vous comprendrez que les circonstances l'exigent et qu'il est important de comprendre ce qui se passe. Je vous remercie et je vous remercierai également de votre discrétion concernant la discussion que nous avons pu avoir. Et prenez bien soin du jeune Karl, qui est un compagnon envers qui je suis particulièrement redevable. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour l'infusion et je m'en vais me retourner À à votre enquête. l'auberge, à mon enquête et à l'auberge. Je vous remercie. Je sors et je retourne vers l'auberge. Très Voilà. bien. Eh ben écoute, on va pouvoir passer alors à Nicolas et Louis. Bien, vous êtes à l'orée de la forêt et vous vous apprêtez à vous séparer d'avec Elisabeth, qui... Ah, je ne t'entends pas très bien, Nicolas. Tu m'entends pas très bien? Oui. Ça va? C'est assez léger, Plus mais... proche de ton micro en fait. Bah, je peux pas, j'ai le micro. Bah, je peux parler plus fort par contre. Là, ça va? Parle Là, un peu c'est plus bien. fort si tu veux. C'est Ouais, un ça peu... ira très bien. Ok. Donc, Je demandais donc Elisabeth qui elle rentre chez elle, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Elle rentre chez elle. D'accord.
Je ne peux pas m'absenter plus longtemps, j'ai peur que mon mari s'inquiète. Bien, je vous souhaite bon courage pour votre enquête et Je vous remercie, c'est très aimable. merci de m'avoir accompagné, mine de rien. Ça m'a ça m'a rassuré, mine de rien. Je préfère ne pas être trop seul, dans mon état, vous comprenez? Oui, surtout compte tenu des événements qui secouent le village actuellement. Tu sens que c'est pas ça qu'elle pensait. Elle pensait surtout au fait Ouais, qu'elle est enceinte. ouais. Tu vois? Elle fait: «Oui, ça, oui, évidemment, si, oui, bien sûr, évidemment». Tu vois? Elle y pense même pas, tu vois? C'est assez curieux. Bon, prenez soin Donc de vous en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit hein, à solliciter Maître Louis qui pourra veiller au bien-être de l'enfant que vous portez vous êtes médecin? Oui, en effet, je suis médecin. Eh bien, écoutez, c'est bon à savoir, même si, ma bonne, enfin, ma chère Et je Ava, pourra vraiment m'aider, mais si vous avez si mais c'est bon à savoir, si écoutez, si 2 médecins valent mieux qu'une, enfin voilà, ma chère Ava sera prévenue, je pense, en priorité pour la naissance de mes pour m'aider à mettre au monde mes enfants. c'est votre Mais, merci de cette proposition de votre part, en tout cas. Et elle vous laisse. dès qu'elle est hors de vue, j'échange un regard, un peu lourd de sens avec frère Nicolas. Nous devrions sans doute, trouver Alessandro. C'était la question que je voulais vous poser, parce que nous pouvons aussi directement aller voir Ava, mais je pense que nous avons des choses à mettre en commun avec Alexandro concernant tout ce que nous venons d'apprendre. Oui, Je et pense que j'avoue que je moi, ça m'inquiète un serait mieux. peu, de son état. Oui, puis évidemment, évidemment, bien entendu. Il faut qu'on voit aussi comment il se porte après les événements de cette nuit. Dans ce cas, Maître Louis, je vous propose qu'on rentre tout de suite à l'auberge. Donc vous vous dirigez vers l'auberge et à votre arrivée, vous voyez Alessandro, pardon. Alessandro, qui vient à peine de rentrer apparemment, posant sa cape, sur le porte-manteau et se retourne devant vous. Vous êtes tous ensemble. Y a quelqu'un d'autre dans l'auberge là? Non, Rodolphe n'est pas là. Donc on a la boutique pour nous. Oui, tout à fait. Vous êtes réveillé? Oui. Et je vous avoue que le réveil, je ne sais pas si enfin, si ça me réussit mieux que l'évanouissement. Là, je suis déjà autour de toi et essayer de regarder, j'ouvre, tu sais, j'ouvre encore un peu tes yeux, je mets mon doigt sous ta paupière pour essayer de voir, je t'examine. Est-ce que et puis je te vois en train d'essayer de faire ça. Je dis, est-ce que vous voyez à l'intérieur de, est-ce que vous voyez ce que j'ai vu à travers mes yeux, mon cerveau Je crains bien que non, Ouais. mais nous avons eu un étrange témoignage de Karl. Eh ben, je vous avoue que le témoignage de Karl que vous avez pu avoir est peut-être encore loin de... Parce que là j'en viens, j'ai été moi-même voir Karl, et il est dans un tel état, le pauvre. Mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph, Mère de Dieu, si seulement vous saviez l'horreur que j'ai pu voir. Qu'avez-vous vu? Était-ce vraiment le Bering? Du moins son corps sans tête, oui, se déplacer debout. Une flamme bleue remplaçait sa tête. Karl m'a même confirmé ce que je craignais, c'est que il y avait même un visage dans ces flammes, et il tenait à la main la tête du pauvre Herman, tête qui, je ne sais si j'ose le dire, mais qui tentait tant bien que mal de me parler. Sa mâchoire bougeait, ses lèvres bougeaient, elle semblait appeler à l'aide. Ses yeux se révulsaient. Comment est-ce possible?
le démon a atteint ce village. Je vous avoue que j'ai vu beaucoup d'horreurs, des entrailles déchirées, voire même des corps sans tête. Rarement des têtes en train d'essayer de m'appeler à l'aide. Tu trembles encore. Tu te remets à trembler. Ouais, Ouais. surtout que je suis en train de l'examiner soigneusement pour voir s'il semble en état de choc ouais, ou de ouais. délire ou quoi et Tu lui prends le pouls, il y a le palpitant qui... Mon cher Alessandro, sous la férule de notre compagnon Louis, je vous invite à prendre un verre de cordial. Je pense que je peux directement me servir derrière le bar là pour vous tendre un verre. Ça va vous réchauffer, je pense que vous en avez bien besoin. Tu Bien vois, volontiers. tu vois une bouteille de liqueur, Ouais. quelque chose, Oui, tu le c'était un renifles, tu petit fais verre. bon, c'est alcoolisé et tu lui sers un Ça. petit verre. Là, vous en avez vraiment besoin. Vous avez les nerfs Mon père, durement éprouvés après ce que vous avez vu. je sais que Je c'est vous... pas très catholique, mais vous pouvez le sanctifier. Ah Pouvez-vous le bah, bénir, s'il vous plaît. J'ai besoin de toutes les si vous y tenez. bénédictions que le Seigneur peut nous apporter. Nous en avons tous besoin. Si vous y tenez. Du coup, je fais une bénédiction sur le verre de liqueur et je le tends à Alessandro. Assez curieux, effectivement, comme bénédiction, mais tu t'exécutes et tu lui tends. HRP, on sait pas sur quoi on peut tomber. Nous sauver la mise. Non, je suis invulnérable parce que j'ai bu de la gnôle bénite. Voilà, non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, tu te sens plus invulnérable, tu te sens un peu plus invulnérable étant donné que c'est à base de pommes, Surtout tu de vois, pommes, principalement de pommes. Oui, non, mais tout à fait. principalement de pommes, Oui, oui, voilà. c'est ça. Mais ouais, c'est bien corsé, mine de rien, ça t'arrache un petit hoquet. C'est très bien. Ça me va très bien. Et vous-même, qu'avez-vous découvert? Parce que moi-même, quand j'ai voulu retourner chez Herman pour essayer de voir ce que je pouvais y trouver, je n'ai absolument pas pu passer la porte tellement les visions me revenaient. C'était horrible. Au vu de ce que vous avez, de ce dont vous avez été témoin, c'est une réaction pour le moins plutôt salutaire. Euh, de notre côté, nous avons fait une rencontre très intéressante en la personne d'Elisabeth avec, avec Louis. Elisabeth qui rendait visite à un membre de sa famille qui vit un peu en marge de la communauté. Il s'agit de Mathilda. Est-ce Ah, que c'est la ça te dit quelque tante, chose? c'est pas ça? Ava m'en a parlé. oh, vous en avez entendu parler? Oui, alors j'ai juste cru comprendre que c'était la sœur de Heinrich, l'ancien patriarche Kupferger, et qu'elle l'avait quitté après une brouille et qu'elle désormais elle vivait dans la forêt. Que vous a-t-elle apprise? Qu'avez-vous découvert? Qu'il y a Bon, oui, racontez, Louis, je vous en prie. euh, oui, eh bien, elle a dit d'étranges choses au sujet des Kupferger et des Von Felder et d'un fardeau, d'une dette que les Kupferger avaient, qui, semble-t-il, aurait été transmise aux Von Felder. Mais elle espère qu'avec, j'en suis pas très sûre, j'ai peut-être interprété, mais elle espère qu'avec ce qui s'est passé avec Léopold, ou en tout cas avec l'incendie et toute cette histoire, il n'y aura plus de problème. Elle semblait Oui, s'inquiéter de ses futurs descendants. Et, et il semblerait que Elisabeth attende des jumeaux. Oh, Ce n'est rien que je n'ai pu vérifier, mais elle en semblait assez certaine. il faut comprendre que, d'accord. Mathilda est une vieille femme qui a un âge extrêmement respectable et qui vit seule depuis longtemps. J'ai l'impression qu'Elisabeth et peut-être une ou deux personnes sont ses seuls contacts en fait avec le reste de la communauté et ses seuls contacts tout court. Donc c'est assez compliqué de démêler. Elle parle beaucoup par. C'était un peu cryptique effectivement, hein. Donc du coup on a beaucoup interprété naturellement. Je pense que Maître Louis, comme moi, a tout de suite compris que la dette à laquelle il fait allusion n'est en aucun cas une dette pécuniaire, mais qu'il s'agit plutôt d'une sorte de dette spirituelle de nature mystique et, et qui aurait effectivement été transmise
des Kupferger au Von Felder, si j'ai bien compris. Mhm. Et dans les livres que vous aviez trouvés au presbytère, qu'avez-vous Ah, découvert? ça me fait penser. Alors, on a découvert beaucoup de choses, hein. On va vous en parler, hein. On va mettre ça en commun maintenant, cher Alessandro. Ça me fait penser que me revient une information, c'est que nous avons trouvé le journal du père Ringue sur les lieux de la mort d'Hermann. Nous avons pu le cacher juste avant l'arrivée de Von Felder, d'Alexander juste après. Donc il est dans notre possession là, nous n'avons pas eu le temps de le lire, mais c'était sans aucun doute celui qui était caché sous les lames du plancher de la chambre du père Ringue. Ah, Voilà, donc et c'est notre dernière acquisition en termes d'ouvrages à lire. Après, moi j'ai passé avec Louis une partie de la nuit à déchiffrer les différents ouvrages et nous avons appris plusieurs choses. Euh, je ne sais pas trop par où commencer d'ailleurs. Au Mm. niveau du registre paroissial, on a plusieurs choses. Alors déjà, j'en ai pris des notes, mais c'est rendu loin, je sais. Quelque chose me dit qu'il y aura sans doute des réponses au sujet disons, de nos découvertes récentes dans ce journal. Le père Ringue a certainement dû en faire état vu l'étrangeté de la situation. Oui, ah, très une probablement. question que j'ai oublié de poser à Ava. Bon, ça reviendra. Ouais. Euh, Voulez vous mettre à lire le journal tous ensemble? ouais, Ouais, moi de toute façon j'ai besoin de repos et je vais. ouais. Et par contre, on se le lit collectivement. Enfin, Oui, on se oui. le lit à haute voix histoire qu'on soit tous informés de ce qu'on trouve. Et peut-être cela confirmera-t-il certains soupçons ou infirmera certains soupçons que nous avons pu avoir. Juste avant qu'on commence, hein, pour répondre à votre question, Alessandro, alors de mémoire, hein, après cette nuit éprouvante, là, ce qui ressort en fait de l'étude du registre paroissial, c'est principalement une particularité extrêmement spécifique de la famille, Kupferger. ouais, c'est ça, de la famille Kupferger. C'est que une grande partie de leurs membres sont pratiquement tous morts centenaires. Pratiquement Ah, tous. Il y a aussi, parmi ceux qui ne le sont pas, une grande quantité de personnes qui sont mortes d'un âge très respectable, hein. Mais nous avons remarqué que le registre paroissial était annoté concernant des morts extrêmement jeunes, hein, dans la famille Kupferger. Nous avons des enfants morts-nés, des enfants morts à 7 ans ou 18 ans. Donc en fait, il semblerait que le Beringer enquêtait sur, euh, sur ces personnes précises. Mais sinon, en fait, les Kupferger jouissent d'une longévité, j'allais dire, sans, sans mauvais jeu de mots, quasiment surnaturelle. oui. Et il n'y a pas que l'espérance de vie, visiblement, puisque Ava m'a conté une anecdote durant laquelle, justement, Alexander Van Felder s'était opposé à Heinrich Kupferger lors de passage à tabac d'un écuyer qui aurait volé un jambon. Et visiblement, Heinrich Kupferger était craint, mais il terrifiait la population. Alors qu'il était, semble-t-il, d'un âge pour le moins avancé, et Ava m'a fait part du fait qu'au-delà d'un âge qui devait enfin, au moins atteindre les 80 ans, il était également doté d'une force pour le moins peut-être surnaturelle pour un être qui, normalement, d'ordinaire, à un tel âge, aurait dû se révéler Kakoshim, puisqu'il avait propulsé, c'est son terme, propulsé Alexander Van Felder contre les murs de la maison d'Ava lorsqu'il a osé contredire et s'opposer à la volonté d'Heinrich Kupferger. Donc au-delà de l'âge, visiblement, Heinrich Kupferger était également doté d'une force Ouais, assez peu alors, naturelle pour un homme de cet âge. Mathilda nous a parlé de cette histoire.
on a nous aussi entendu parler, ce qui corrobore effectivement la véracité du témoignage, enfin de Dava. l'anecdote d'Ava, c'est qu'on a effectivement entendu de la bouche de Mathilda, alors déjà parce qu'on avait lui a posé des questions hein, sur Léopold et sur Heinrich, et elle nous racontait à quel point Heinrich était une personne d'un tempérament très colérique, voire même parfois extrêmement cruel et autoritariste. Et, euh, et on a entendu parler de cette anecdote où il avait battu à mort en place publique quelqu'un pour une question de vol. Donc je suis presque sûr que C'est c'est peut-être cette anecdote-là, oui, effectivement. tout à fait. Et une dernière question. Les membres de la famille Kupferger qui meurent jeunes et ceux qui vivent vieux, est-ce qu'on a une idée de leur lien de parenté? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il s'agit de frères et sœurs, de cousins, de père, de fils, de... Comment ça se passe? Non, vous n'avez Alors ça, pas... mon cher MJ, je crois pas que frère Nicolas ait eu le temps D'aller jusque-là dans l'analyse? d'aller jusque-là. Alors, tu peux faire une analyse rapide. Euh, Attends, oui, parce que j'ai le registre paroissial sous les yeux, en vérité. Donc, oui, oui. Bah, tu vas me faire un petit jet facile du coup. On va voir ça. Tu vas me faire un petit jet facile. Du coup, là, c'est plutôt de. Attends une seconde. Intuition, Ah, peut-être? intuition, c'est ce que j'allais dire. C'est de l'intuition parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut déceler. Intelligence, intuition. Oui, bah écoute, hein, t'as 80, c'est facile. Hein. Et, euh, 10. c'est 10. 10, c'est parfait. C'est un excellent jet, frère Nicolas. Tu comprends en regardant les dates. Ouais. Que les personnes jeunes qui sont mortes, en fait, sont souvent les premiers-nés de parents. Ils ont des frères et sœurs qui suivent après. Ouais. Souvent, ce sont des premiers-nés. Apparemment, même quand tu regardes, tu feuillettes, tout ça, tu te rends compte déjà que c'est la lignée principale. Ferger. Donc c'est les premiers-nés de la lignée principale. Voilà. À chaque fois, systématiquement, ce sont les premiers-nés qui meurent. D'accord. Et par contre, là où ça change, c'est qu'ils ne sont pas tous, ils ne meurent pas tous morts-nés. Parfois c'est 7 ans, parfois c'est 18 ans, Tout parfois à c'est. fait. C'est différents âges, effectivement, ça va, Mais genre ça de... reste Oui, dans la grande jeunesse, ça reste dans un âge très jeune. voilà, ça dépasse pas les 21, 22, 23 ans, quoi, à peu près. Ouais, d'accord. Alors, assez jeune, quand même. Voilà. Bon. Voilà. Effectivement. Bien, et qu'avez-vous trouvé? Du coup, je pense que après avoir lu le journal de Ringe, il serait peut-être bon également de ne guère tarder à aller faire l'autopsie du corps d'Herman. Oui, le corps d'Herman présentait quelques étrangetés. Il a certaines veines noires autour du cou, mais un autre détail concernant le registre me semble à noter. Et il n'y avait pas eu que les annotations concernant les décès prématurés et la longévité surnaturelle. Il y a une dizaine d'années environ, le père Ringue a changé d'écriture. Oui, oui, tout à fait. Nous, Vous avez tout nous à fait pensons raison que de c'est le souligner père là-dessus. Ringue, puisque il a gardé le même style, mais l'écriture a changé pour passer à l'écriture qui imite le style d'une écriture scripturale au lieu de simplement Manuscrite. continuer. C'est étonnant. Oui, Pourquoi Très, très changer de étonnant et style très perturbant. d'écriture comme ça si brusquement? Très perturbant parce qu'effectivement, la façon de l'expression ne change pas, donc on n'a aucun doute sur. Enfin, il n'y a pas de changement d'auteur, quoi. Mais par contre, la façon d'écrire change radicalement. D'accord. Oui, c'est étonnant, effectivement. Oui, je ne sais pas encore quoi tirer de cette information-là, mais oui, c'est effectivement extrêmement étrange. Bon, nous devrions peut-être nous renseigner sur un éventuel accident ou des douleurs à la main qu'avait le père Ringue, c'est la seule explication que je vois. bon. Je vous avoue que, au vu
de tout ce que j'ai pu constater depuis que nous sommes arrivés. Les explications rationnelles, nous ne devons guère exclure d'autres explications peut-être plus surnaturelles. Bien, déjà voyons dans le journal si pourra nous éclairer sur le père Ring. Peut-être en apprendrons-nous un peu plus sur lui et Bien. sur ses motivations. On va commencer. On va s'asseoir tous les trois, je pense. Je m'occupe de servir les infusions, les verres. Voilà, moi je fais le service en écoutant. Les infusions Calvados. Ok, d'accord. Ouais. Quelle va. Aïe, aïe. Non, comment c'est comment la liqueur, la lignole allemande là, Ah, c'est le schnapps. le schnapps. Voilà, c'est ça, au schnapps. Alors, le schnapps, c'est un peu plus récent. Ah, c'est Oui, un peu c'est- plus récent. D'accord. Bon, on va trouver de la liqueur principalement à base de pommes. Y a pas de souci, Voilà, on trouve c'est ça. Bien. C'est qui s'y colle pour la lecture, juste pour dire. Bah, je vais y aller. Bah, je pense que je suis. Bah, Louis pourrait très bien et tout aussi qualifié, mais j'ai peut-être un peu plus de pratique récente sur. Oui, oui. Bah écoute, tu as commencé. On peut tourner, J'estime on que peut tu as le tourner. journal avec toi. On peut Oh, tourner. tu as- Il y en a un qui lit une partie, l'autre qui lit l'autre partie. Ça n'a pas grande importance, mais c'est juste pour donner. Voilà. Alors, la première entrée date. Donc, tu as déjà lu cette rentrée tout à l'heure, de mars 1486. Cela fait 8 mois que j'ai pris mon poste à Berg Hall. Je me suis bien intégré à la communauté. Mon quotidien de prêtre ne me laisse que peu de temps pour mes recherches, entre les allers-retours à Underberg et les cérémonies, les confessions, etc. D'ailleurs, les confessions de mes ouailles m'ont permis de dresser un tableau intéressant des habitants. Et la position de prêtre me permet d'espérer trouver les informations que je recherche. Bien que certaines de mes ouailles sont enclins à confesser les péchés des autres plutôt que les leurs. J'ai été mandé en mai, là ça date du mois de mai. J'ai été mandé par Heinrich Kupferger pour bénir la chasse en présence d'invités de marque et de haute naissance du Saint-Empire. Et quelle chasse, mes amis! Les bêtes de cette région sont pour le moins colossales, tout autant que notre autre, qui, à son âge, est d'une impressionnante vigueur. Les soirées sont des plus festives et conviviales, et je me plais à sympathiser avec ces gens. Malgré cela, je dois ne pas perdre de vue la mission qui m'a été confiée. Même si, je l'avoue, regarde quelques femmes avec envie. Juillet. J'ai enfin reçu des nouvelles de Federico. Il voyage beaucoup pour notre maître. J'espère qu'il puisse me rendre visite très bientôt. Mais ses missions ne lui laissent que peu de temps libre. Septembre. Les dernières chasses s'approchent et Heinrich m'a invité à une soirée au château que j'ai pu visiter, un endroit impressionnant. J'ai pu visiter leur bibliothèque, qui comportait de nombreux ouvrages d'importance, mais somme toute tout à fait classiques. Mais quand j'ai évoqué avec lui l'idée d'ouvrages un peu plus exotiques ou ésotériques, celui-ci s'est tout de suite montré glaçant. Quelque chose me terrifie chez cet homme. Cette soirée fut l'occasion d'ailleurs pour Léopold et Erika d'annoncer la future naissance de leur premier enfant. Ce couple est magnifique et semble s'aimer d'un amour sincère. L'annonce fut ovationnée par toute l'assistance, à l'exception de Heinrich, qui timidement leva son verre et garda un regard froid. Novembre. Les mois d'hiver sont des plus calmes. La majorité des habitants redescendent en bas de la montagne pour passer l'hiver. Il ne reste que les personnes nécessaires à l'entretien du domaine et la surveillance. Je vais profiter de cette période pour explorer les environs. Je n'ose explorer la nuit, les animaux de la forêt me font peur et restent quand même très impressionnants. Et j'ai toujours peur de me faire piétiner par un sanglier. La montagne est trouée d'anciennes mines. Cela va de prendre beaucoup de temps pour toutes les explorer. Un peu plus tard, j'ai été surpris à la sortie d'une caverne par des hommes de Kupferger, à cheval. Mes allers-retours dans la forêt ont été remarqués et peu appréciés.
Et entre les différentes menaces, comme quoi un accident était vite arrivé, un coup de talon m'a mis à terre et m'a fracturé la mâchoire. Du moins, je le crois. Ils sont repartis goguenards et rigolants. Alors que je me relevais, Friedrich Engelmann, sorti du bois, m'invita chez lui. Bien qu'il soit l'un des plus fidèles des Kupferger, il s'est montré très serviable et gentil à mon égard, et m'avertit d'être très très prudent avec Heinrich, et qu'il pouvait être pris de violente colère. Janvier 1497. Un terrible événement s'est produit hier. Tous les habitants ont été réunis sur la place du village. Le maître Heinrich est arrivé en grande tenue, accompagné de ses hommes et du coupable. Maître Heinrich le roua de coups devant tout le monde, à main nue. L'homme hurlait alors que ses os se brisaient. Seul Alexander osa s'interposer, mais en vain. Il fut assommé quand le maître le projeta contre la maison des Spratch. Bon sang, tout cela pour un vol de jambon? Le coupable est mort de ses blessures. Voilà une sentence vraiment dure, mais juste. Et vous voyez juste en dessous, sentence dure mais juste. Jugement, dur mais juste. Condamnation, dur mais juste. Et là, ça a été raturé. Oh là là. Il a brillé. Mars. Ouais. Ah, vous voulez commenter, allez-y. Non, c'est que là, bah, on sent dans l'écriture que, donc déjà, pour moi, Ringus est un espion, qu'il est embauché par un maître. Donc, je pense que c'est notre mandataire. Federico, je sais pas qui c'est. Si tu le connais? Federico Di Angelo? Bah oui. Ah, donc en fait, ils ont un maître et Federico De Angelo, c'était son compagnon. D'accord, ok. Donc c'est pas lui qui l'embauchait. Et puis il y a Friedrich Engelmann, qui est un Enfin, nom là qui vient de... Friedrich, c'était un homme Oui, de alors du coup, Kupferger. je me dis, bon, si ça se trouve, il y a encore peut-être des Engelmann dans le coin. Ça, c'est une question que je me pose. Et puis surtout, là, on voit bien que sur la fin, il est en train de vriller, en fait. En Dur mais fait, juste. tu sens Dur qu'en mais fait, juste. enfin, vous voyez écrit sur la page, dur mais juste. Et après, c'est comme si il se reprenait à essayer de redire le mot, mais qu'en fait, vous voyez qu'il y a une petite hésitation L'écriture. sur dur mais juste. Et il Oui, non, recommence, il essaye jugement dur mais juste. Et vous sentez l'hésitation, essayer de se retenir de l'écrire, mais il l'écrit. ça ressemble énormément à au comportement que nous avons vu de certains villageois auprès d'Alexander. Oui, c'est vrai. Lorsque Maître Fonfelder donnait un ordre, ils obéissaient tous avec la même phrase en parlant à l'unisson. J'échange un regard lourd de sens avec Alessandro. Je le Vous comprends reprenez. comment. Vous-même, vous avez été témoin de ce type de comportement Oui, oui, tout à fait. Oui, Bah, pas plus tard que cette nuit. Les, Ce matin très tôt. ouais. Oui, les villageois, hein, comme le dit Louis, hein, les villageois semblent sous la coupe d'Alexander. Et moi-même, j'avoue avoir été lorsqu'Alexander, en fait, notre rencontre ce matin avec Alexander était sur les lieux du crime, il nous a ordonné de sortir et je me suis retrouvé dehors comme si mes jambes m'avaient porté avant même que j'ai eu le temps moi-même d'y réfléchir. Il y a chez Alexander quelque chose de singulier dans son autorité, de très singulier, et j'ai l'impression de voir ici quelque chose dans le journal du père Ringue, quelque chose qui m'apparaît quand même très similaire. Hmm. oui. Que pensez-vous de... Comment avez-vous analysé cette attitude, Louis? Vous-même, que pensez-vous de Van Felder quand vous l'avez vu ce matin? Ça me coûte de le dire, mais je dois bien admettre que pas grand-chose n'est naturel ici. Je lui ai tenu tête sans trop de difficultés quand il a fallu rester près du cadavre de Herman. Mais je sais pas, depuis que je suis sortie, il a donné des ordres et
j'ai besoin de faire un effort en parlant de lui pour ne pas l'appeler maître. Voilà, je n'osais pas vous en parler, mon cher Louis, mais parce que j'ignorais dans quelle mesure vous aviez accédé à la conscience de cet état de fait. Mais effectivement, depuis que nous avons quitté le lieu du crime, vous semblez en conflit dès que le nom d'Alexander doit être prononcé par vous. Oui, je m'en suis je crois que je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Ça vient naturellement et j'ai besoin de faire très attention à ce que je dis et ne pas prononcer directement le nom de maître Alexander von Felder pour arriver à ne pas le dire. Je vois. D'ailleurs quand du coup Louis va regarder le journal. Mhm. Est-ce qu'il y a une date ou une mention d'une époque pour l'incident là de la battue? Enfin De l'homme battu, c'est janvier 1497. Mais il y 87. a combien de temps à peu près du 80 coup? Il y combien? a 10 ans? 87? Il y a 19 ans, du coup. Il y a 19 87, ans? ouais. Ah oui d'accord, donc ça colle pas avec le changement d'écriture. Non. Mmh. Bon, Je continue? Oui. J'avais noté oui. 90 en fait. 87, ouais, 87. Bien, mars 1487. Nous nous voyons régulièrement, et notre conclusion est des plus radicales. Le maître terrifie tout le monde. Alexander suggère de patienter et d'attendre la fin de l'année, et la période de la chasse. Herman, lui, reste aussi couard, mais il nous suivra. Agnès n'aime pas mes escapades nocturnes. Elle s'inquiète. Avril. La jeune Elisabeth est née, le 8 de ce mois. Malheureusement, sa pauvre mère Erika y a laissé la vie. Ava s'occupe de la petite. Léopold, lui, est dévasté. Elle fut enterrée dans la crypte familiale. Juillet. Donc qui a été enterré dans la crypte familiale? Erika. Erika Kupferberger. L'aîné. Non. Et L'aîné de c'était la, Léopold? La femme de c'est Léopold, ouais. Ah la d'accord, la femme femme, ok, pardon. voilà, qui Elle est a morte en couche, ok, très bien. morte en couche, exactement. C'est la femme de Léopold et donc la bru d'Heinrich. C'est ça. C'est ça. Juillet. Lors d'une confession de ma pipelette préférée, elle m'a appris que Léopold était des plus troublés ces derniers temps. Apparemment, il s'est fâché avec Heinrich sur un sujet dont elle ignore, mais il passe de plus en plus de temps avec Elisabeth, et parfois fond en larmes. Mais une grande colère semble l'animer, me dit-elle. Août. Maître Heinrich tua le plus gros sanglier de mémoire d'homme, avec l'aide de Hans Wagner. Reconnaissant, le maître lui offrit la tête de la bête et la lance brisée, qui servit à l'abattre. Vous regardez, Ouais, juste au-dessus de nous là. voilà, vous l'avez juste en face de vous. Et effectivement, c'est une très belle bête. Septembre. Un allié inattendu s'est joint à nous. Il nous sera très utile pour entrer dans le château. Les chasses se terminent bientôt, et nous sommes prêts et déterminés. Novembre. Nous sommes enfin prêts. Demain soir, nous irons. Friedrich nous a fait prêter serment. Demande étrange, mais après tout, cela a servi à renforcer notre détermination. Mais cet idiot d'Hermann a failli se trancher les doigts. Ah là là, quel idiot. Nous avons bien rigolé de lui. Voilà. Ok. Alors ensuite, toujours en novembre, il n'y a pas de date. Mes côtes me font toujours souffrir. J'ai du mal à trouver le sommeil après ce qui s'est passé. Comment les choses ont pu-elles dégénérer à ce point? Tout s'est bien présenté au début. Les serviteurs avaient été congédiés du château. Et tout était calme. Et puis, les flammes. Je n'ai pas pu me rendre dans le bureau du maître, près de la bibliothèque. Déjà en proie aux flammes. Et puis les cris, les hurlements de toute la famille. De la famille brûlée vif dans leur quartier, aux portes condamnées. Mais le pire était à venir, quand le maître surgit, en haut des escaliers, d'un cri bestial
Il hurlait à la trahison. Seigneur, cette vision. Seigneur, aidez-moi. Devant nous se tenait le maître, brandissant l'espadon familial, le regard rempli d'une folie et d'une fureur. Son corps, son visage noirci, sanguinolent, et par endroits des lambeaux de vêtements encore en flammes. Herman détala comme un lapin, quand le maître se précipita sur nous. Je tirai en pleine poitrine, mais rien n'y fit. Il me porta un coup de taille qui m'aurait coupé en deux si je n'avais pas esquivé, mais d'un coup de pied, il m'envoya contre une colonne. Le souffle coupé, je ne pus réagir. Au moment où il m'aurait achevé, Friedrich et Alexander, de concert, transpercèrent le maître de leurs lances de chasse. Il vacilla quelques instants sous l'impact, mais ne tomba pas. Friedrich recula d'un bond, mais Alexander vola, comme moi à l'instant d'avant, et apparut Léopold en armure, bouclier et Morgenstern à la main. Friedrich et Alexander me portèrent alors que les flammes autour de nous redoublèrent. Le maître retira les lances une à une et invectiva son fils. « Tu as condamné notre famille à la ruine !» Léopold lui répondit qu'il mettait fin à cette malédiction ce soir. Nous sortîmes de l'édifice, et de la cour, je pus apercevoir le coup final. D'un revers, Léopold dégagea l'épée de son père et l'abattit sa masse sur le crâne. D'un coup prodigieux. Le maître fit encore 2 pas vers son fils et s'effondra aux pieds de celui-ci. Léopold ne bougea plus, lâcha ses armes et attendit, que les flammes l'entourent et que la mort le prenne. L'horreur de cette nuit sera à jamais gravée dans ma mémoire. Je revois encore le visage d'Alexander, la bouche en sang, et celui de Friedrich, stoïque, les lumières du feu dansant sur son visage. Pourquoi Léopold a tué toute sa famille, bon sang? Ses frères, ses sœurs, tantes et oncles, neveux et nièces, son père? Pourquoi anéantir toute sa famille? Pourquoi s'est-il laissé mourir? Petite pause. Si vous voulez commenter. Ouais. Je pense que le frère Nicolas, là, est un peu trop choqué pour commenter. Visiblement, il y avait un complot. Ringe, Hermann, Friedrich, Et Alexander ouais, et Van Felder Alexandre. étaient d'accord pour en finir avec Heinrich. Ils avaient Ils décidé ont, de le liquider. ils ont monté une cabale en fait qui s'est montée probablement aux alentours de mars 87 suite à l'agression C'est ça. dès novembre 86, hein, dès son année d'arrivée, hein, le père Ringe, de ce qu'on en a vu, hein, se sentait surveillé et menacé hein, par les hommes des Kupferger lorsque il a commencé à se sentir surveillé dans ses escapades dans la forêt à proximité des mines. Je pense que ce Et qui a changé la donne, c'est il y a eu l'agression ouais, et c'est suite au passage à tabac du jeune du écuyer. voleur hein, que Alexander et Ringe se sont rapprochés et ont commencé à discuter ensemble et à monter une sorte de cabale contre Heinrich. Et c'est dans un second temps ensuite que sont venus se greffer tous les autres. Hein. On voit que dans les notes, le frère Ringe est extrêmement lacunaire. Et Sur, visiblement, parmi les morts, on a déjà Ringe qui a participé. On a Hermann qui a participé. Jacob, je ne comprends pas très bien. Serait-il le descendant, alors de Van Felder, ça m'étonnerait, mais de Friedrich Engelmann. On ne connaît pas son père, mais s'il s'en était pris aux descendants, c'est une hypothèse. Visiblement, c'est une vengeance qui s'exerce ici. penser à une vengeance d'outre-tombe qu'exercerait Heinrich sur tous les coupables. Je ne sais Ceux pas ceux qui est qui le commanditaire. Je pense que
Je me demande si le commanditaire n'est pas, lui par contre, fait de chair et d'os et qu'il utilise des forces du mal et des forces surnaturelles pour exercer sa vengeance. Bien. Je continue. Non, Juste attends, avant. Louis, vous Vas-y. voulez dire un truc, Louis? Ouais. Ah oui, Louis, il était pensif un bon moment, et puis peut-être que ce qui a décidé Léopold à agir ainsi, c'était la protection de son enfant, sa première fille. Effectivement, c'était l'aîné. Mais elle n'a Ah, pas encore atteint l'âge. Oui, mais visiblement, il pouvait y avoir, si j'ai bien compris ce que frère Nicolas m'a expliqué tout à l'heure et ce que vous aviez vu dans les registres, c'est que ça pouvait aussi bien être des nourrissons que des plus âgés. Mais alors, pour les Elle n'a pas nourrissons, encore pour les atteint l'âge nourrissons, où elle est sauvée. ouais, pour les nourrissons, il s'agit peut-être aussi tout simplement d'enfants morts-nés, hein. c'est une hypothèse, C'est- effectivement, qui n'est pas à exclure. Mais Et en c'était tout cas, une sur première Léopold, née. ouais, et j'avais pas fait attention à ça, mais pour Léopold, la raison pour laquelle il se laisse prendre par les flammes, nous pouvons, nous, je pense, aujourd'hui, répondre aux questions que, Bah, c'était pour se auxquelles punir se pose de... le père Ringue. Alors déjà, évidemment, il y a le choc consécutif au parricide, évidemment, mais je pense que Léopold avait compris la nature de comment dire, malédiction dont il parle. cette malédiction. Pardonnez-moi si j'ai du mal à dire le terme. La nature de cette malédiction, il savait que de toute façon, lui-même était aussi sans doute probablement concerné. C'est, Il a en voulu fait, que je tout pense que s'arrête. tout s'arrête exactement, et c'est pour ça que Mathilda nous a dit plusieurs fois la dette est payée. La dette a été payée. Oui, mais visiblement... Enfin, navré, mais si la terreur qu'exerçait Heinrich Kupferger sur la communauté était celle-ci que notamment tout le monde l'appelait maître et que désormais on retrouve le même type de langage dans la bouche des membres de la communauté concernant Van Felder, c'est que C'est si dette a été payée, visiblement nouvelle dette a été contractée. Mais il n'y Mais a pas la même, prospérité de la zone. Peut-être que cela a mis 20 ans avant que Van Felder découvre les secrets de Kupferger. Quoique, peut-être ce qui motiverait c'est le sanglier Alexandre. qu'on a croisé dans la forêt. Ouais. Hmm. Oui, Je ne sais pas. peut-être. Je me demande qu'est-ce qui pourrait pousser un homme comme Alexander à, à finir par embrasser le même destin La que. prospérité disparue. Et ce C'est qu'il vrai. a vu, c'était un homme qui avait énormément de pouvoir, vivait longtemps, une force surhumaine, Et un et village qui qui, régnait en maître. et un village qui Probablement, était prospère. probablement. J'espère. Enfin, quelque part, cela me rassurerait que ce ne soit que ça, même si je reste quand même intrigué par la différence de morale assez forte entre l'Alexander que nous avons côtoyé cette nuit et qu'il soit, et celui qui est décrit euh, dans le journal du Père Ringue il y a 20 ans de cela. Je suis quand même, on est quand même là aux antipodes. Et, euh, et vous avez parlé tout à l'heure vous-même, mon cher Alessandro, d'une hypothèse de vengeance d'outre-tombe. Oui, mais je Je me pose, pense je me que pose des questions. Je me pose des questions. Tout cela n'est que conjecture à chaud, hein, évidemment. Je n'ai aucun semblant de piste ou quoi que ce soit, mais je me pose des questions sur les limites du pouvoir d'influence d'Heinrich et dans quelle mesure ces limites ont perduré par-delà sa mort. Ah, et vous voulez dire que sa volonté, ou en tout cas sa manière d'être, aurait pu être transférée à Je sais, Maître Funfelder? c'est une hypothèse ridicule, mais enfin, c'est vous-même Alessandro hein, qui Pas m'avait dit si cette idée en tête. ridicule que ça. J'y pense un instant. Soyons bien conscients, en tout cas, que sur le simple plan de la déduction logique, nous n'avons rien qui nous permet d'étayer ça. Mais
encore une fois, j'attire votre attention. Je sais que les gens changent. Je sais que les gens changent parfois aux antipodes. Alessandro, vous le savez sans doute bien mieux que moi. Vous avez vu des, des- des théâtres de guerre et vous savez les conséquences très lourdes que cela peut avoir sur les personnes au fil du temps. Mais là, nous avons quelqu'un qui a mis en branle une, au sein d'une cabale des événements qui ont mené à une nuit autrement plus traumatique Visiblement, que ça. effectivement, le résultat a outrepassé les hypothèses de départ, puisque visiblement même Ringe avait l'air Et surpris sur les conséquences et les proportions que cela avait pris. Mais il était néanmoins, à quoi pour finir par embrasser 20 ans plus tard exactement le même destin en que fait, mais parce que son intérêt est le sien, vous c'est l'avez vrai. dit, j'ai vu Non, mais oui, c'est vrai. le gain, l'appât du gain, j'ai vu des hommes, mes compagnons de tente, mes compagnons de combat, commettre des horreurs pour l'appât du gain. Moi-même, je dois dire que Vous avez raison, vous avez raison. C'est l'hypothèse en plus la plus rationnelle, celle qui conviendrait d'ailleurs de privilégier. Je faisais part tout néanmoins, simplement. je me demande en fait dans quelle mesure Van Felder, durant ces 20 dernières années, a pris le pouvoir au sein de la communauté, mais sans forcément avoir recours à ses pouvoirs. Et ce qui a pu changer depuis 20 ans, c'est peut-être une découverte de sa part. Quelque chose qu'il ne... Une information, un objet, Ou un un ouvrage, livre, oui. ou un ouvrage, ou une bibliothèque dont il n'avait pas conscience, connaissance, ou du moins qu'il n'avait pas entre ses mains. Et puis surtout, ce qui a changé depuis 20 ans, bah, c'est la majorité d'Elisabeth. Et les 2 enfants qu'elle a désormais en son ventre, si on en croit Mathilda. C'est pourquoi l'hypothèse d'outre-tombe me paraît assez glaçante, d'autant plus si c'est d'une quelconque façon que ce soit la volonté d'Heinrich Kupferger qui vit désormais en Maître von Felder. Tout ce qui est dit Bon, pour l'instant ne fait que renforcer le sentiment glaçant qui m'anime là depuis il que y a j'ai quelque émietté chose de pourri à Bergol. de toutes les façons, nous avons la certitude très claire et, et très tangible que il y a du surnaturel autour d'Alexander aujourd'hui. La question reste de savoir dans quelle mesure il est l'acteur principal de cela, dans quelle mesure il pourrait être le comment dire le réceptacle le réceptacle involontaire. Je pense que cette information, enfin la réponse à cette question, nous ne l'aurons que soit quand nous aurons cet être monstrueux face à nous, peut-être, voilà, et peut-être en ayant découvert l'ouvrage, Maître Louis, c'est vrai que Oui. vous avez parfaitement raison. L'ouvrage qui aurait pu permettre d'invoquer une telle diablerie. Euh, Néanmoins, une question demeure et peut-être, bon, nous allons continuer parce qu'il y a effectivement d'autres choses qui m'intriguent, notamment que s'est-il passé depuis cette sombre nuit. Néanmoins, une question demeure, c'est où vont les corps sans tête et où sont les têtes? Et j'attire votre attention là-dessus. Si pour une raison ou une autre, nous devons aller visiter le château, je j'ai un très mauvais pressentiment sur ce que nous risquons d'y trouver. I have a bad... Ok, d'accord. Euh, ok, Je Han Solo. continue. Ouais, vas-y. Je continue. Toute la famille Kupferger a été inhumée dans le caveau familial. La crypte, devrais-je dire. Creusée dans la montagne, il y a de nombreuses alcôves, presque labyrinthiques. Heinrich, lui, a été enterré à part, avec une porte qui ferme à clé. Ça me paraît ridicule de l'écrire, mais j'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas se relever de la tombe. Je sais bel et bien qu'il est mort, mais au moins, j'arrive à retrouver le sommeil maintenant. Alexander
est maintenant le maître de ces terres. Grand bien lui fasse. Maintenant paré des effets des Kupferger qu'il a pris comme butin, il est également le tuteur de la jeune Elisabeth. Merci Herman. Quelques signatures sur un bout de papier, et le voilà, l'homme le plus puissant de la région. Peut-être pour le mieux, du moins, je l'espère. Friedrich, lui, en bon serviteur, s'est mis au service d'Alexander. J'ai passé les dernières semaines à fouiller les ruines. Les rares choses que j'ai pu récupérer dans le bureau d'Heinrich sont calcinées et presque illisibles. Un travail énorme m'attend. Je vais demander conseil à mon maître. En attendant, je conserve les papiers et les livres du mieux possible. Une longue période de temps se passe, tu vois différentes choses. On va dire alors là, c'est le MJ qui a pas tout à fait son boulot, mais bref, ça c'est HRP. Vous voyez une certaine période de temps, en fait, vous voyez des mois défiler où en fait on parle de chasse par exemple, où Alexander effectivement a repris C'est les plus chasses, de la vie quotidienne en fait. la vie quotidienne effectivement. Vous avez par exemple la naissance de Jacob, où il est écrit Agnès a mis au monde un magnifique bébé en très bonne santé. Et Elle on a a le nom décidé de du père ou pas? l'appeler. Comment? On a le nom du père ou pas? Elle a décidé de le nommer Jacob, ce qui me fait très plaisir. C'est tout. Ensuite, vous avez Ok. 1489. Juste une petite question. Ah bon. Attends, juste une petite question sur ces années-là. Est-ce qu'il parle de ces périodes où il se barre pendant 6 mois? Pas vraiment, non. C'est pas D'accord. forcément indiqué. Mais tu vois des périodes effectivement d'absence où rien n'est indiqué. D'accord. Et rien sur, enfin, rien sur quelque chose qui se serait passé il y a 10 ans, où on voit le changement d'écriture aussi Bah ici. Pour attends, l'instant, il y vous vient. n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas D'accord. encore. D'accord. Tu veux Oui. feuilleter des pages? Non, non, autant continuer dans l'ordre. Comme tu veux. Euh, Alors, les techniques 89. que m'a Pardon, Oui, oui, 80. 89. Ok, d'accord. Les techniques que m'a conseillé mon maître pour révéler les écritures et les pages calcinées se trouvent efficaces, mais très laborieuses. Et cela va me demander énormément de temps et de travail, ainsi que du matériel et des produits que j'ai difficilement accès ici. Mais il réussira à m'en pourvoir, je l'espère, le plus rapidement possible. Donc là, on est en septembre 1490. Naissance de Johannes. Et quelques mois plus tard, vous remarquez mère de Johannes, Hilde, qui est morte d'une fièvre apparemment, un mois plus tard, en octobre. Oui, une suite de couches. Ok. Ouais, une fièvre. Ça, Oui, mais tu malheureusement, peux, ça oui, arrive. bah, à cette époque-là, ce qu'on appelle, enfin, dans la mesure où la médecine, enfin, navré, cher Louis, hein, mais la médecine, ça reste quelque chose de très hypothétique. Euh, Surtout dans un euh, coin reculé où t'as pas forcément tout, où la c'est météo n'aide ça, pas. tout est une fièvre, toute fièvre, tu vois, c'est lié à une infection, à une hémorragie, on sait pas trop quoi, enfin voilà, c'est pas, oui, voilà. Enfin, bref, oui, Là, ok. on est en janvier 1491. Bien que les produits dont j'ai besoin me viennent à manquer rapidement, j'ai pu commencer et trouver quelque chose d'intéressant. Je suis parti sur 30 feuillets qui apparemment composent un catalogue, je dirais, d'objets ou d'ouvrages de valeur. Le premier semble décrire un obélisque de pierre noire, un texte gravé à sa surface. Le croquis est assez vague, mais j'ai réussi à le visualiser. Le reste du texte reste malheureusement indéchiffrable ou manquant. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de m'atteler à un texte qui me semble beaucoup mieux conservé, en latin. La traduction me semble intéressante. Il raconte l'histoire d'un guerrier venu du sud avec sa troupe d'hommes qui souhaitait fonder son propre royaume. Il est arrivé en ces terres où régnait une bête immonde et féroce qui dominait ces terres. À l'aide de ses hommes, il réussit à mettre à bas la terre. La bête, pardon. La bête. Excusez-moi, là, il faut que je...
Je retrouve un peu mes mots. Il s'accapara les attributs de la bête et envoya ses restes au plus profond de la terre. Paré de ses attributs, il régna sur ce nouveau royaume avec force et férocité. On est en Puisse- 1400. Là, on est en 1491, c'est une traduction qu'il a faite d'un texte. Mars 1491. Ah oui, d'accord, c'est la traduction du texte, ok, d'accord. Voilà, c'est la traduction du texte. Puisse cette bête à jamais rester dans les ténèbres. Ça continue, où tu as encore des traductions apparemment de certains textes ou d'objets. Tu vois, par exemple, pareil, ça continue, 1492, apparemment une flûte en os. Il décrit une sorte de flûte en os. Et des mots étranges semblent ressortir du texte, comme tremblement, fendre la terre. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, redis. Une flûte en os, apparemment, il décrit un objet qui serait une flûte en os, Ouais. en os. Et dans le texte, dans les mots qu'il a réussi à sortir de la description, tremblement et fendre la terre. J'ai l'impression que nous avons là des, euh, des éléments qui nous apparaissent extrêmement obscurs. Et Parce que nous ancien n'avons surtout. pas Voilà. le contexte dans lequel le père Ringue essayait de déchiffrer ça. Et nous ne savons pas pourquoi il accorde une importance plutôt à ça qu'à d'autres choses. Mais je pense que nous avons tout intérêt à veiller très précieusement sur le carnet de notes du père Ringue et à faire en sorte qu'il ne tombe pas dans d'autres mains. Parce que je pense que nous avons bon espoir en tout cas de réussir à peut-être y voir plus clair si la nécessité s'en fait sentir autour de ces éléments de rituels, de rituels assez étranges. Vous continuez. En 92, il y a des entrées comme par exemple, ça vous perturbe. Friedrich apparemment tourne beaucoup autour d'Agnès. Non pas qu'il semblait s'y intéresser amoureusement, mais cela me gêne. Il lui aurait posé des questions apparemment sur le père de Jacob. Et cela m'a déplu. Si celui-ci continue, je vais devoir mettre le haut là à toutes ces questions. 93, ça continue. Encore des traductions d'objets apparemment bizarres, d'un parchemin apparemment d'un parchemin en peau. Et une chose te trouble, quand il décrit le parchemin, et apparemment le parchemin saignerait. C'est bien marqué le mot saigner. Ouais. Youhou. Voilà. Ça continue, des années passent, vous voyez la mort de certaines personnes. Et Des choses Friedrich, il comme meurt quand? Et bien justement, vous voyez en 1480, 96, la mort de Il y a Friedrich. 10 ans. On est en Un peu moins. 1506. Il y a 10 ans. 95. Un Un an an avant. avant. D'accord. Un an avant. Friedrich meurt apparemment, d'après ce qu'il décrit, d'une fièvre. Son Ah, lui fils aussi. Willem semble dévasté. Enfin, non, Ah, non, justement, au contraire, il reste assez comment dire, assez froid, ne semble pas vouloir parler à personne. Apparemment, il décrit que William s'est beaucoup calmé, alors qu'à un moment, il faisait beaucoup la bringue avec ses amis. Il décrit qu'apparemment, il s'est beaucoup calmé et a repris, on va dire, le poste de son père, au service de Banfelder. Ensuite, ça continue. Et là, vous voyez en gros marqué « Enfin, j'ai trouvé ». J'ai trouvé l'entrée. C'était sous mon nez. C'est en quelle année ça? Là, on est en 96. donc il y a pile poil 10 ans. Il y a pile poil 10 ans. En 87. J'ai enfin trouvé l'entrée. C'était sous mon nez. Heinrich le gardait avec lui. Gardait la clé.
toujours sous la main. Et j'aurais dû le comprendre bien avant, c'était dans son épée. Et il va falloir que je retourne au caveau, que je prenne la clé et que je m'introduise enfin dans la bibliothèque. Vous voyez une période de temps, enfin, vous voyez la date, et en fait, la date est, ouais, ça va faire 1 mois à peu près. Et l'écriture a changé. L'écriture est script. Il est possédé. Il a découvert quelque chose dans la crypte. Dans le caveau. Dans le caveau, ouais. Dans le caveau. Et donc le caveau, la crypte, chers amis. Peut-être même la bibliothèque, hein, Le château. le château. Mhm. Euh, Youhou! Je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé l'obélisque que j'avais vu dans les descriptions, dans les papiers que j'avais traduits. Depuis que je l'ai pris en main, des chiffres, des lettres défilent devant mes yeux encore maintenant. J'ai l'impression que quelque chose est changé en moi. Mon écriture est différente, je l'ai remarqué. Mais je ne peux m'empêcher de l'écrire de cette manière. Il a encore une conscience. Apparemment, oui. Enfin, tu vois, dans la façon dont il parle, effectivement, c'est juste que la façon d'écrire, effectivement, est différente. Sincèrement, il a conscience de ce fait. il avait conscience, effectivement, de ce fait. Une chose plus étrange encore, j'ai l'impression de pouvoir lire des textes beaucoup plus facilement, des textes dans d'autres langues. Le latin, alors que moi j'étais un piètre élève en latin, j'ai l'impression que les mots défilent et que tout s'éclaircit dans mon esprit. C'est une sensation assez incroyable. Il décrit également l'endroit où il était, plusieurs alcôves scellées comme des tombeaux, en fait, comme des ossuaires, des ossuaires enchâssés dans la pierre. Chacun scellé, qu'on peut ouvrir facilement, sauf certains où des chaînes sont même fixées au mur pour empêcher qu'on puisse les ouvrir. Je me suis aventuré plus bas dans les profondeurs. Cette cavité est immense. On parle de 5 mètres de plafond, mais je n'ai pu descendre plus bas. Une peur m'a saisi quand j'ai entendu un souffle. Je n'ose y retourner. J'ignore si je dois en informer mon maître, même Federico. Je sais qu'il est beaucoup plus enclin à suivre les ordres de notre maître. Les choses continuent. Et attends, il dit notre maître. Donc là, comme je le comprends dans la phrase, c'est notre maître dans le sens son maître à lui ou c'est déjà Van Felder? On parle de son maître à lui, effectivement. C'est un autre Ouais, maître. le oui, d'accord. maître de Federico et lui. Oui, D'accord. vu que Federico est mentionné, non, parce qu'effectivement, je comprends, moi aussi ça prête à confusion, dans la mesure où en fait, passé un certain temps, le père Ringue était incapable de nommer Heinrich autrement que le maître, hein. Oui, c'est ça. On l'a noté. Mm. Donc moi aussi j'ai tiqué, mais là je pense qu'il est fait mention de leur mettre en commun, de leur. D'accord. Ok, non, très bien, pas de Si soucis. tu préfères, il peut dire aussi parfois le chef de notre ordre. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bien. Ah, Bémousse, papa. Ok. J'ai tout remis en place et je préfère me consacrer aux traductions pour en apprendre plus sur les objets qui composent cette collection ou cette bibliothèque. Les années passent. Quelques années passent. Encore des descriptions. Il est assez vague apparemment sur ce qu'il écrit, sur ce qu'il découvre en tout cas sur les descriptions. Et là, vous voyez, notamment en 98, quel enfoiré. Enfoiré de Friedrich. Il nous a liés à quelque chose. Cette putain de dague. Cette dague, j'ai reconnu le pommeau. J'ai reconnu cette corne en os. Cette corne, enfin, tu vois effectivement un petit C'est dessin, un langage effectivement. pas très catholique, hein, Non, pour un curé. non, hein. effectivement.
et tu vois un petit croquis fait à la main, mais en fait le croquis est assez juste et assez précis. Tu vois, mine de rien, avec l'écriture qu'il a, on sent quand même une maîtrise du, de l'écriture, mais aussi une maîtrise du dessin. Et tu vois effectivement une espèce de garde et d'une poignée en os d'une dague, apparemment. Continue à décrire. Cette dague, apparemment, il la décrivait comme la dague d'Abraham. J'ignore ce qu'elle fait, le texte est illisible. Mais ça nous a liés à quelque chose. Moi, Herman et Alexander. Putain, l'enfoiré. Je dois aller le déterrer. Quelques jours se passent. Apparemment, il réécrit. Rien dans la tombe. Je n'ai pas retrouvé la dague. Il va falloir que je retourne dans la bibliothèque. Quelques jours plus tard, rien. J'ai fouillé tant que j'ai pu, j'ai évité de toucher tous les objets ou ouvrages que j'ai vus, mais aucune trace de la dague. Certaines alcôves sont vides, ont été vidées ou... Bon sang, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Friedrich? Quoi nous a-t-il lié à ça? Et à quoi nous a-t-il lié? Je n'ose informer notre maître. Ces choses me font peur. Ces objets me font peur. Je n'arrive pas à appréhender les puissances qui régissent tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Pause 2 secondes dans la lecture. Je Oui. peux faire un jet d'intuition ou un truc comme ça. Ah, pourquoi? Bah, la dague. Je veux savoir si c'est la dague que j'ai vue. Allez, vas-y. Alors, tu vas Mais- faire un jet d'intuition. Est-ce que c'était la dague que le monstre, enfin Ah que oui. le l'être avait dans sa main? Alors, je te demande une petite seconde. Un Alors, jet Alessandro. Un jet d'intuition. Intuition, je suis à 45, mais aucun de 45. vous ne peut le faire. Je le fais, c'est un 16. C'est la dague en question. Oh, je Tout à suis fait. on fire. Voilà, ouais, c'est la dague. Ok, très bien. Donc La cette dague en dague, question. je le dis à mes compagnons, cette dague, je l'ai vue, c'est avec cette dague que l'homme sans tête découpe la tête de ses victimes. Cette dague, je l'ai déjà vue. Bah, nous savons déjà qu'elle a été retrouvée par quelqu'un. Oui. Bon, continuons. Les années passent. Il a fait un petit inventaire apparemment rapide après son exploration on va dire en panique de la bibliothèque, où il décrit différents objets qui vous semblent assez étranges. Mais un objet en particulier vous titille. Une tête momifiée, pardon, étrange, qui semblait le regarder dans le noir. Il a vu ça où? Dans la bibliothèque, apparemment, quand il a fait ses fouilles pour retrouver la fameuse dague, la dague d'Abraham, là, apparemment, Ouais. comme il l'a décrit, il a, par exemple, vu une tête momifiée dans une des alcôves. Qu'il avait pas vu avant. Non, parce qu'il n'avait pas exploré plus que ça, apparemment. D'accord. Ok. Non, ça me rassure parce que si d'un seul coup tu te mets à fouiller, il y a rien, tu reviens fouiller 10 ans plus tard, t'as une tête dedans, c'est que là faut commencer à partir en courant. Mais oui, ok, d'accord. Il y a d'autres objets, apparemment, qu'il décrit. Pareil, un livre, effectivement. Bon, il ne s'est pas plus attardé dessus, apparemment. Il n'y a pas beaucoup de descriptions à faire. Des objets. Il décrit un objet assez particulier. Ça vous dit, ça vous fait grimacer un petit peu en disant quoi? Il parle d'une sorte de collier avec une verge en érection. C'est exactement ce qui est écrit.
Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Je fais un petit signe de croix. Parce que là, Voilà. suis franchement, j'implore tous les saints de la création. Mon Dieu, une vierge en érection. Non, Ah mon Dieu. pas la Vierge en érection, mais par contre, ce qu'on est en train Oui, de parce dire. que les décapités, les malédictions et tout, pas de souci. Mais alors ça, Mais Ah non, alors, non, mais c'est- alors, Pas franchement, exagéré, hein. Alessandro, votre, Non, 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 votre, c'est votre c'est. opinion me paraît extrêmement sélective. Il faut que vous compreniez qu'Alessandro il est traumatisé, qu'il a vu des choses, voilà, et que l'être en question avait une verge en érection. Non, je plaisante, c'est pas ça. Euh, non, non, c'est que en fait, on est quand même en train de lire un truc qui est en train de nous raconter par le détail comment un homme s'est rendu compte qu'il y avait un temple démoniaque sous la ville en fait et des objets particulièrement, enfin voilà, ésotériques qui sont capables de ramener des morts à la vie et des morts sans tête. Et que là on est en train de toucher quelque chose de voilà et que Alessandro il a un vécu et que des choses atroces, horribles et démoniaques il en a déjà vu. Ça, les autres personnages ne le savent pas forcément. Non, Pas non, plus non, il avait mentionné, je crois. ouais, j'avais mentionné vite fait que j'avais eu un vécu un peu traumatisant et que ça, c'est voilà, c'est envers ça. C'est long la verge en érection. Je vous avoue que ayant moi-même été un ancien soldat, voilà, les camps de soldats, voyez-vous, à la nuit tombée, T'as déjà vu des C'est votre verges en phrase, vas-y, érection. votre phrase. Oui, oui, D'accord, oui, ok. tout à fait. Voilà. Voilà, non mais voilà, les camps de soldats à la nuit tombée, vous savez bien quel double de population, hein, voire triple. Voilà, donc, voire même des fois suivent les soldats. Hein, on a bien compris qu'il y avait toute une ville hein, qui suivait les armées en déplacement. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, non, mais vraiment, c'est que là, ça craint de ouf en fait. Voilà, vous Donc il voyez a un une collier avec description une verge en érection. sommaire. Ok. Vous voyez une description sommaire euh, de différents objets qui vous semblent assez obscurs, mine de rien. Une harpe, par exemple, avec deux cordes, par exemple. Ah, c'est Je ça sais la pas. bibliothèque. La bibliothèque dont parlait Federico Di Angelo, c'était ça. Donc, à mon avis, il va nous en falloir des charrettes pour ramener tout le merdier jusqu'au Vatican. Si c'est notre mission. Mais ce qui est étrange, c'est que la bibliothèque est liée donc au caveau. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas brûlé avec le reste? Peut-être qu'elle est en Oui, souterrain. c'est ça que je ne comprends pas non plus. Peut-être qu'elle est en souterrain en fait. Que vous en comprenez, effectivement, la crypte est pas au niveau du château. Il doit y avoir On de- enterre rarement les gens. Ah si, ça peut arriver, effectivement, mais voilà, vous supposez effectivement que la crypte n'est pas forcément au niveau du château. J'aurais pensé qu'il avait brûlé le cadavre du père Kupferger, Heinrich, ouais. parce qu'il a mentionné qu'il s'assurait qu'il ne reviendrait pas à la vie. Mais Ah, il peut-être a juste dit, j'ai fait en sorte qu'il ne se relève pas. oui, Il lui a coupé la tête. potentiellement, oui. Avec l'espadon maudit. Ou la D'ailleurs, dague. c'est le comportement du jeune William a semble-t-il changé aussi radicalement que celui de Maître von Felden. Willem. C'est Willem dont tu parlais, c'est ça? Willem. Willem, le fils de Friedrich. Oui. À la mort de celui-ci, C'est Friedrich qui est en train de se venger de tout le monde. Oh, the plot Mais twist. en tout cas, il est question d'une trahison. Hein. Oui, oui, il y a une trahison quelque part, oui, de Friedrich notamment. Bon, Mais je me pose la question de savoir si le comportement actuel d'Alexander n'est pas directement imputable à cette trahison. je pense que Alexander, le fait qu'il ait une influence en fait sur les autres habitants et sur notre ami Louis, font que, à mon avis, il a partie liée peut-être avec... peut-être que la trahison de Friedrich, en fait, elle est liée au fait que c'est une demande de la part d'Alexander. et Alexander Peut-être- était censé peut-être le que c'est- servir. Alexander était censé servir Heinrich, Kupferger, mais que quand et Friedrich également, mais quand il eut s'agit de liquider les Kupferger,
Ringe, Friedrich, Alexander et Hermann, toute la joyeuse bande est partie dans le château. Et en fait, il a bien été spécifié plus tôt dans le journal que Friedrich, dès la prise de pouvoir d'Alexander, grâce à Hermann qui a mis tout ça sous un jour de l'égalité, Friedrich s'est mis au service d'Alexander von Felder. Ouais, d'accord. Et que le seul qui est plus ou moins en retrait dans cette histoire, du moins qui est en retrait des 4 là, ça reste Ringe. Parce que Ringe, lui, il est resté sur sa mission, qui était sa mission première confiée par le maître de leur ordre. D'ailleurs, au passage MJ, je n'ai aucune idée de qui est cet ordre. Pas du tout. Ok. D'ailleurs, oui, non, j'allais dire, j'ai pas remarqué un pendentif ou une broche de Federico D'Angelo qu'on aurait avec un motif qu'on aurait pu retrouver dans les affaires de Ringe. La plupart, de toute façon, là, on parle d'un cardinal, d'un secrétaire habillé en arbre de Noël, quand même, mine de rien, avec beaucoup de breloques, beaucoup de choses, des bagouzes, enfin voilà. Oui, bon, ok, d'accord. C'est difficile à remarquer. Non, je parlais de Federico D'Angelo. Oui, je parle de bien lui. Ah d'accord, il est carrément... ok, d'accord, il est bling Ah, bling. Ok. il est pas bling bling, mais je veux dire, voilà, il a beaucoup d'apparat Oui, sur d'accord, lui. et c'est difficile d'en discerner un particulièrement. Ok. Voilà. Euh, Et tu n'as pas vu le corps plus que ça de Ringe. Voilà, tu étais Non, un mais petit tu sais, peu. dans ces affaires du style, dans les affaires qu'on a retrouvées, tu vois. Et je comprends bien. Non. Ok, et Ringe est plus ou moins en retrait dans cette histoire parce qu'il bosse pour le maître de son ordre et que... comment dire... donc lui, il est dans le taf de j'analyse les textes, j'essaye de comprendre ce qui se passe, machin, parce que c'est en lien avec sa mission. Donc lui, il est plutôt en retrait. Ça fait que les 3 autres là, Friedrich, Alexander et Hermann, boss eux, par contre, sont ensemble au service d'aller. Enfin, Friedrich et Hermann sont à la solde d'Alexander. Donc quand il dit Friedrich nous a trahis, c'est soit Friedrich a réellement trahi Alexander parce qu'il a découvert ce qu'Alexander était peut-être en train de faire, soit Friedrich l'a fait pour... ouais, non, je pense que... Ouais, je sais pas. Quoi, le nous se réfère à quelqu'un qui s'identifierait à un Kupferger. Oui, peut-être. C'est De possible. quoi? Redis-moi, Louis. Je reprenais Alessandro quand il dit que Maître Felder avait dit que... Non, c'était... Oui, c'est ça. Maître Felder a dit que Friedrich nous a trahis. Non, c'était Ringe ou... C'est Ringe qui l'a dit. C'est C'est Ringe qui dit que Friedrich les a trahis. D'accord, ok, pardon. En gros, voilà, c'est Ringe qui Donc, dit oui, dans son journal que, je le répète, hein, pour que ce soit bien clair, que Friedrich les avait, par un geste entre guillemets anodin, utilisé une dague qui apparemment les a liés à quelque chose, lui, Hermann et Alexander, mais ils ne savent pas quoi. En tout cas, Ringe ne sait pas quoi. À quoi il les a j'ai liés. compris qu'il y a quelqu'un, mais non, effectivement. On continue. Par contre, est-ce qu'on peut... Oui. Oui, non, on termine la lecture. J'aimerais juste qu'on revienne sur le passage de la flûte en os et de l'homme qui combattait une bête pour s'approprier le... Alors, pour la flûte en os, en fait, c'était une description effectivement d'un des objets apparemment qui composerait la bibliothèque, où en fait, il aurait juste pu traduire en gros donc cette flûte en os. Il a fait un léger croquis et il disait simplement tremblement et fendre la terre. C'est une flûte capable de provoquer des pardon, tremblements de terre. Voilà, c'est ce qui ressort de la description. Pour le... Donc c'était la dague. Pardon? Pour la dague. L'homme qui chassait quelque chose et qui absorbait que... Ah oui, là c'est une légende apparemment qu'il aurait traduite du latin. Apparemment d'un guerrier qui, avec ses hommes, aurait vaincu une bête immonde et féroce pour pouvoir fonder son propre royaume. Il se serait accaparé les atouts de la bête pour s'en faire une couronne et ainsi dominer ses terres.
puisse la bête ne jamais sortir des ténèbres. Ouais, c'est Parce une que autre j'ai l'impression légende. que c'est exactement C'est une ça qui autre, se passe. c'est une autre Ouais. légende, effectivement, Non, mais de... les Et, atouts de la bête, par exemple, ça peut être le manche en os de la dague, ça peut être la flûte en os, ça peut être également, on va peut-être trouver à l'intérieur un truc avec 2 énormes boîtes de serre, tu vois, qui lui servaient de couronne, tu vois, par exemple. Mais là, je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui est beaucoup plus ancien, mais genre antique, tu vois. Parce que des fondations de royaume... Dans la description du texte, justement, tu remarques que, en fait, il dit à un moment, en fait, il a pris pour... quand il parle de comment dire, du guerrier, il a pris pour symbole une chouette. Pour Ouais, symbole d'accord. de son pouvoir. Voilà. Et ça vous évoque effectivement les Kupferger, dont le symbole est une chouette. Et ok. comment dire, comment on appelle ça, mince, leur devise est en latin per tenebrae. Le père des ténèbres. Dans les... Non, à ça veut travers les dire ténèbres. Non, à à travers les travers les ténèbres. ténèbres, oui. Merci, bravo, ce frère Nicolas, tu l'as trouvé du premier coup. J'ai mangé assez de latin pendant mon séminaire. Oui, oui. Voilà, bravo, tu l'as. Donc, à travers les ténèbres. Leur devise. Donc ce seraient les héritiers de cette légende-là, et donc... oui, d'accord. Donc en fait, c'est quelque chose qui remonte à Shai, en fait. Énormément. On parle de l'Antiquité romaine. Dans leur famille depuis très longtemps, en fait. Oui, c'est ça, c'est que les Mais dans ce Kupferger... cas-là, ah, Maître Funfelder, en s'arrogeant le pouvoir, les terres et même le sang de Heinrich Kupfergers, a fait exactement comme la bête, il a juste renouvelé la tradition. Peut-être. Probablement. Il a pris Peut-être. ses atours, sa ville, et s'est arrogé absolument tout son pouvoir. Et en fait, ou alors Pour être peut-être grand maître. qu'il a espéré cela, et qu'en fait, il n'arrive peut-être pas à récupérer le même pouvoir, et c'est peut-être pour ça qu'il a volontairement, enfin qu'il a voulu se marier avec Elisabeth Kupferger pour être sûr que il puisse s'arroger en fait l'intégralité du pouvoir des Kupferger sur ça en fait, peut-être. Il y a un lien, le fait D'ailleurs, à ce qu'il ait sujet, marié Elisabeth. Oui, pardon, excuse-moi. je me demandais si au final, cette question qu'on a tant posée au sujet de Johannes et de pourquoi est-ce que c'est le père qui épouse la fille, peut-être souhaitait-il l'éloigner pour le protéger. Il avait peut-être conscience du genre d'histoire et de fardeau qui risquait de passer sur sa famille et l'a éloigné pour prendre sur lui tout le... Peut-être soit pour s'accaparer le pouvoir, soit pour s'assurer que son fils aîné ne subisse pas la malédiction des Kupferger. Peut-être. Peut-être. J'ai tendance à penser, de par mon expérience, que ce serait plus pour s'arroger le pouvoir pour lui-même, et ainsi s'assurer que son fils, qui ne partage peut-être pas les mêmes opinions que son père, visiblement ça s'est déjà vu dans le coin, eh bien ne fasse pas capoter son plan. Et qu'il l'a éloigné parce qu'il s'est rendu compte que Johannes, parce que Ava m'a laissé entendre que Ava et Johannes avaient peut-être des sentiments l'un pour l'autre, et que Elisabeth avait peut-être rêvé, ou du moins espéré, un mariage avec Johannes, mariage qui lui a été refusé, puisqu'elle a été dans l'obligation d'épouser Alexander von Felder. Elle a également dit que ce n'était pas le mariage qu'elle souhaitait. Et Ava a laissé entendre que celui qu'elle souhaitait, c'était Johannes. N'y a-t-il vraiment rien de bon ou de positif à penser de toute cette histoire? Mais écoutez, nous trempons dans effectivement les aspects les plus sombres de notre monde. Lors de cette histoire, peut-être le bon arrivera-t-il si nous arrivons effectivement à régler cette histoire et à mettre fin à tout ceci. Peut-être l'espoir reviendra-t-il.
continuer. Ouais. Le journal. Les années passent. Rien de bien particulier en soi. Des choses assez relativement anodines. Et on arrive en 1505, un an avant, où Ringue parle d'un courrier qu'il a reçu. Paye ta dette, ou je prendrai ta tête.